Donald Trump a annoncé il y a quelques instants qu'il allait remettre la plus haute distinction américaine civile à titre posthume à Charlie Kirk. On va en parler avec Grégory Phillips, bonjour, qui nous a rejoint, rédacteur en chef international sur LCI, ancien correspondant aux États-Unis. Mais d'abord, on va partir en Amérique, retrouver notre correspondante Sonia Dridi, accréditée à la Maison-Blanche. Bonjour Sonia. Alors, l'influenceur ultra-conservateur tué en plein meeting a déclenché évidemment une enquête, je parle de sa mort. Et quels sont les derniers éléments que l'on a et qui vous ont été transmis par le FBI ? Eh bien, le suspect est toujours en fuite, mais le FBI assure désormais avoir retrouvé l'arme qu'il a utilisée dans une sorte de petit bois avant qu'il ne prenne la fuite. Il y a aussi, selon les autorités, une vidéo qui a été retrouvée. Elles disent avoir de bonnes images vidéo du meurtrier présumé. Selon les enquêteurs, le suspect serait un homme. Il aurait l'âge d'être à l'université. Les autorités qui disent qu'elles vont utiliser certaines procédures technologiques, notamment l'intelligence artificielle, pour tenter d'identifier ce suspect. Et si elles n'y arrivent pas, disent-elles, eh bien, elles feront appel au public, mais elles se disent à l'heure actuelle confiantes. Des empreintes de chaussures auraient aussi été retrouvées. Alors, des témoins qui étaient sur place à cet événement en plein air que tenait Charlie Kirk parlent d'une sécurité, d'un dispositif de sécurité très faible. Des étudiants disent qu'on leur a même pas fouillé leur sac. Et l'influenceur conservateur était justement en train de répondre à une question sur les fusillades de masse au moment où il a été touché par une balle. Sonia Dridi, vous qui êtes notre correspondante, qui vivait aux États-Unis depuis des années, l'Amérique est choquée, on l'imagine, par cet assassinat en plein meeting, notamment les Trumpistes. Oui, il y a beaucoup de choc et de tristesse, aussi de l'incompréhension à gauche comme à droite, chez les républicains comme chez les démocrates. On dénonce cette violence politique qui s'est répandue dans la société américaine. Il y a le speaker, le chef des républicains au Congrès, qui a dénoncé hier cette violence politique, mais aussi Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, célèbre opposant à Donald Trump, qui avait récemment invité Charlie Kirk sur son podcast. Il y a aussi beaucoup de tristesse chez ces jeunes conservateurs qui avaient l'impression de connaître Charlie Kirk. Ils allaient souvent le voir lors de ses déplacements. Ils écoutaient aussi ses émissions qui étaient suivies par des millions de jeunes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de pasteurs ces dernières heures qui s'expriment parce que Kirk était un chrétien conservateur et les évangéliques notamment sont en deuil. Beaucoup parlent d'un martyr aujourd'hui. D'ailleurs, Donald Trump, dans son message vidéo hier diffusé depuis le bureau ovale, a dit que Charlie Kirk était un martyr de la vérité et de la liberté. Et aujourd'hui, on sent beaucoup de colère chez certains ultra-conservateurs qui appellent même à la vengeance. Merci beaucoup Sonia Dridi, notre correspondante aux États-Unis en direct de la Maison-Blanche pour ces remontées de terrain. Greg, première question, l'Amérique sous le choc après cet assassinat en plein meeting. Qu'est-ce que ça dit des États-Unis ? Ça dit qu'on est dans un pays où il y a plus de 400 millions d'armes à feu en circulation et dans un pays qui, est-il utile de le rappeler, a connu la violence politique quasiment depuis toujours. Enfin, JFK, Robert Kennedy, 2 tentatives d'attentat contre Donald Trump lors de la dernière campagne. Donc on est dans un pays où la violence fait quasiment partie du paysage politique. Mais c'est vrai que ces dernières années, elle s'est accrue. Je crois que Sonia a raison, le choc et je pense que de ce côté-ci de l'Atlantique, on le mesure à peine, il est immense. Il est du bureau ovale, enfin vous avez vu les déclarations de Trump, la médaille de la liberté qui va lui être accordée à titre posthume. Ça correspond à quoi ? Parce que c'est la plus haute distinction pour un civil. C'est comme une Légion d'honneur ? C'est quasiment plus que ça, parce que la Légion d'honneur, on en distribue un certain nombre par an. Là, vraiment, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est très rare. Et pour les civils, vous n'avez pas de plus haute distinction. Donc l'émotion, elle est très forte dans le bureau ovale, dans toute cette sphère MAGA, Make America Great Again, ultra-conservatrice, qui suivait Charlie Kirk dans ses podcasts, dans ses interventions, dans ses conférences, sur ses réseaux sociaux, avec des millions de followers. Mais l'émotion, elle est aussi à gauche, côté démocrate. Enfin, évidemment, tout le monde condamne la violence.
quoi qu'on pense des idées de Kirk, parce que oui, c'était un ultra-conservateur, oui, il était farouchement anti-avortement, oui, il était pour la circulation, la libre circulation des armes à feu, oui, il avait des propos parfois complotistes sur le Covid, etc. Ce qui, entre parenthèses, a attiré beaucoup de jeunes gens. Et dans la foulée de Kirk, beaucoup de jeunes hommes, notamment, ont voté pour Trump lors de la dernière élection. Donc oui, c'était un personnage extrêmement clivant. Il a d'ailleurs quasiment construit sa carrière médiatique là-dessus. Mais tout le monde aux États-Unis est sous le choc, un choc absolu, de voir que, encore une fois, la violence entre dans le champ politique. Bien sûr, parce que même si ces idées étaient radicales et parfois hautement contestables, rien ne justifie qu'on ôte la vie à un homme. Sylvia, justement, parce que Charlie Kirk est peu connu en France, de ce côté de l'Atlantique, comme vous disiez, Greg. Dites-nous, qui était ce très proche du président américain? Alors, c'était la voix de la jeunesse trumpiste. Il était lui-même très jeune, 31 ans. Il avait monté un mouvement de jeunesse qui s'appelle Turning Point USA, et qui est devenu en 10 ans le plus gros groupe de jeunes conservateurs aux États-Unis. Certains d'entre eux s'étaient d'ailleurs déplacés à Washington, par exemple le 6 janvier 2021, lorsque le Capitole avait été envahi. Très éloquent, il était à la tête de ce podcast, l'un des podcasts les plus écoutés aux États-Unis, où il avait contribué à étoffer l'idée de l'élection soi-disant volée de 2020, ou encore d'autres désinformations sur le Covid. On va avoir une idée de son influence. Regardez quelques chiffres, Marie-Aline. Il avait 6,9 millions d'abonnés sur Instagram, 3,8 millions d'abonnés sur YouTube. Et cette influence, il l'avait mis au service de Donald Trump. Il a d'ailleurs toujours été dans son giron. Il l'avait aidé lors de sa campagne. Il avait mis en place du porte-à-porte dans les États clés. Vous savez, ces États qu'il est indispensable de gagner pour devenir président des États-Unis. Et Donald Trump les a tous remportés. Il avait aussi contribué à lever des fonds très importants pour lui. Alors, il s'exprimait régulièrement sur les campus. Il invitait les étudiants à débattre avec lui. Il était nationaliste chrétien. Il parlait à la jeunesse pour défendre des valeurs très conservatrices. Je propose d'écouter un petit extrait. La bataille spirituelle arrive en Occident et les ennemis sont le wokisme ou le marxisme associé à l'islamisme. Je ne veux pas que mes enfants apprennent à l'école toutes ces absurdités sur les lesbiennes, les gays et les transgenres. Je veux aussi qu'il n'ait pas à entendre l'appel à la prière musulmane 5 fois par jour. C'est important. Voilà, vous parlez d'une position très radicale. Ouais. Exemple, avec cet extrait de Charlie Kirk, alors qu'il défendait effectivement une conception ultra-traditionnelle de la famille. Il était contre l'avortement, qu'il qualifiait d'holocauste de notre époque, anti-immigration. Il disait que l'administration Biden avait créé l'équivalent d'Expedia pour les migrants clandestins, et il était évidemment pour le port d'armes à feu. Merci pour ce portrait de Charlie Kirk, très proche de Donald Trump, avec des idées extrêmement clivantes, radicales. Marc Semo. Oui, et c'est là qu'on voit que, effectivement, cette droite radicale, aujourd'hui, à la fois tient le haut du pavé dans le discours public, il y a une véritable contre-révolution culturelle qui est en œuvre, et à la fois, elle est aussi visée, justement, par des tentatives d'assassinat, parce que ça avait été le cas déjà de Donald Trump lui-même, ça s'est joué quand même à 1 centimètre. Maintenant, Charlie Kirk. Donc, c'est ce qui est quand même très impressionnant, même s'il y a effectivement une très forte tradition de violence politique aux États-Unis. On parlait tout à l'heure, les Kennedy, les 2 attentats contre Trump, etc. Reagan, qui a été aussi une victime de l'attentat. Il y a quand même l'impression qu'aujourd'hui, il y a une espèce de guerre civile dans les têtes aux États-Unis. De guerre civile dans les têtes, vous dites ? Oui. C'est-à-dire 2 sociétés qui sont toujours plus polarisées, qui ont toujours moins de communication l'une avec l'autre, qui ne sont même plus d'accord au niveau des faits. On est dans les vérités alternatives. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Parce qu'il est évident, et c'est heureux de voir que toute la gauche, que tous les démocrates, y compris les plus radicaux, s'indignent et condamnent cet assassinat, ce qui est le minimum. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un climat des 2 côtés qui est terrifiant. Quand Donald Trump envoie la garde nationale à Chicago, en Californie, à Washington, en disant, voilà, il y a des émeutes dans la rue, des violences dans les rues, il n'y en a pas. Il y a cette espèce de militarisation de la société avec, de l'autre côté, alors on verra qui est l'assassin, quelles étaient ses motivations, mais le fait de cibler Charlie Kirk n'est pas non plus significatif. On voit qu'il y a vraiment cette guerre civile déjà dans les têtes. Sébastien Abis.
Oui, vous y acquiescez. Oui, parce que en fait, on voit bien qu'il y a une énorme émotion sur ce qui vient de se passer. Parce que Charlie Kirk, il était à la fois le produit de cette époque des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en 10-15 ans, il a utilisé la montée en puissance de ces plateformes pour faire cette communication, ces débats qu'il suscitait au début, avec un groupe d'étudiants, avec un concept qui n'est pas antidémocratique, c'est-à-dire prouvez-moi que j'ai tort, des débats contradictoires, sauf que très vite ça a glissé. Parce que dans le contexte général, il y a eu cette trumpisation des états d'esprit et le fait qu'en fait, on n'écoute plus ceux qui ne sont pas d'accord avec soi-même. On polarise ce que les réseaux sociaux génèrent, etc. Et donc lui-même a glissé vers ce trumpisme dans l'état d'esprit d'une société américaine de plus en plus écartée, où la vérité n'est pas le sujet, où le sujet, quand les populismes s'installent, c'est de toujours expliquer que quand il y a un problème, c'est de la faute de l'autre. Oui. C'est pas de chercher une solution pour tout le monde. Et donc on voit bien que cette glissade aux États-Unis, dont lui-même a visiblement contribué quand on entend les extraits de ses prises de parole. Je voyais qu'il avait publié une liste noire d'enseignants, de chercheurs dans les universités américaines qui étaient trop wokistes, trop progressistes, trop pro-climat, et qu'il a publié cette liste en invitant un peu tout le monde à boycotter les cours, voire même à contester la solidité de leur enseignement, voire même peut-être aller plus loin pour les empêcher d'aller sur les campus. Il désignait des cibles. Voilà, donc lui-même a été un peu pyromane quand même dans tout ça. Pas un peu. Par cette trumpisation, par cette trumpisation générale. Et moi, ce qui me frappe au-delà de ça, c'est que cette trumpisation des états d'esprit aux États-Unis ne s'arrête pas aux frontières des États-Unis. Parce que, compte tenu du poids des États-Unis dans le monde, et du poids encore culturel qu'ont les États-Unis, nous voyons débarquer depuis des années en Europe des phénomènes qui viennent des États-Unis. C'est le débat que je vais lancer dans un instant. Et qui transforment quand même un certain nombre de choses en Europe, y compris, je finis là-dessus, bien sûr, sur ce que les plateformes et les réseaux sociaux ont généré progressivement. Ça a libéré beaucoup de choses. Bien sûr. Mais tout un point négatif de crisper les uns et les autres et de tuer la démocratie, c'est-à-dire le contradictoire. Oui. Le contradictoire, alors qu'au départ, si je comprends son projet de départ, c'était d'animer le contradictoire. Et on voit bien que il a tué très vite le contradictoire et il a été, pas un peu, mais évidemment très pyromane. Bien sûr, et on va parler d'ailleurs de ce que vous dites, de cette violence politique, cette incapacité à débattre qui concerne aussi l'Europe. Mais d'abord, Général Chevancy. Oui, alors moi, ce qui me frappe énormément, c'est cette violence maintenant systématique, et qui ne veut pas dire d'ailleurs que ce soit l'effet d'un groupe. C'était encore un individu apparemment, à date d'aujourd'hui, comme il y a beaucoup aujourd'hui. On a beaucoup d'individus qui s'approprient un projet personnel au point d'aller tuer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut même plus... Avant, on disait, oui, c'est tel parti qui a voulu faire telle chose, c'est tel groupe. Non, aujourd'hui, n'importe quel, je dirais, imbécile ou déséquilibré, ou peu cultivé, ou fanatique, de sa propre initiative, est capable d'aller tuer quelqu'un pour un oui, pour un non. Et ça, je trouve, c'est extrêmement grave. Maintenant, sur tous les problèmes de société, peut-être que quand on ne répond pas aux problèmes de société dans une société, on finit aussi par obtenir une radicalisation de ceux qui ne sont pas d'accord. Et je crois que le Trumpisme, c'est aussi un peu ça. Mais bien sûr, c'est les racines du Trumpisme. Voilà, oui, parce que ça ne veut pas dire que l'autre côté a forcément raison. Donc il y a un juste milieu qui n'est pas trouvé aujourd'hui. Alors finalement, ça pose la question du débat démocratique. Où se trouve le juste équilibre entre une position d'un côté et une position de l'autre. Mais aujourd'hui, finalement, on a cette radicalisation des pensées qui est l'autre, j'en veux pas. Il n'y a que moi qui ai raison, et vice-versa. Résultat, on va vers l'affrontement d'une manière ou d'une autre. Alors, je n'irai pas jusqu'à la guerre civile, quand même. Dans le tête, il a dit. On va poser ce débat dans un instant, justement, Marc Semo. Gardez tous vos... Vous voulez répondre au général ? Parce que, justement, au-delà du cas de Charlie Kirk, c'est une montée de la violence dans le débat politique qui, dans une moindre mesure, comparée au drame américain, gangrène l'Europe également. Et puis, on va vous raconter également comment et pourquoi les États-Unis se préparent à un choc frontal avec la Chine. À tout de suite.